Les alarmes retentirent à la station de défense orbitale terrestre, Aegis, lorsqu'un vaisseau inconnu apparut aux confins du système solaire. Le capitaine Robert Wilson se précipita au centre de commandement, le visage sérieux mais calme. « Au rapport !» ordonna-t-il, tandis que l'immense écran montrait un vaisseau aux lignes épurées, contrairement à toute conception humaine. Le lieutenant Davis leva les yeux de sa console. « Monsieur, ils n'attaquent pas. Ils émettent sur toutes les fréquences. Ils demandent la permission d'approcher. » Après des décennies d'isolement suite à l'expansion de l'humanité vers les systèmes stellaires voisins, c'était le premier contact de l'humanité avec une race extraterrestre. Le Conseil de défense de la Terre unie fut rapidement constitué par réunion holographique. Le vaisseau prétend appartenir à une organisation appelée la Grande Confédération, expliqua Wilson aux dirigeants militaires et politiques au visage sombre. Ils disent venir chercher de l'aide. Ce pourrait être une ruse, avertit le général Martinez. Un moyen de tester nos défenses. La présidente Anna Lee hocha la tête. Procédez avec prudence, capitaine. Laissez-les accoster, mais sous haute surveillance. Le vaisseau extraterrestre fut escorté jusqu'à la station par 6 vaisseaux de guerre humains, armes prêtes. Lorsque le sas s'ouvrit, les humains aperçurent pour la première fois les extraterrestres. Le grand ambassadeur mesurait près de 2 mètres, la peau bleu pâle et 4 bras. Il mesurait près de 2 mètres 400, avait la peau bleu pâle et 4 bras. Ses grands yeux clignaient lentement tandis qu'il observait le groupe d'accueil. « Je suis Velen, représentant de la Confédération des Grands », dit-il par l'intermédiaire d'un traducteur. Sa voix semblait fatiguée et tendue. « Nous vous remercions de nous accueillir en ces temps difficiles. » Dans la salle de conférence de la station, entourée de gardes armés, Villain activa un écran holographique montrant les systèmes stellaires de la galaxie. Depuis des siècles, notre confédération maintient la paix dans ces régions, expliqua-t-il. 12 espèces travaillent ensemble en harmonie. Mais il y a 3 ans, l'Empire des Morts a commencé à s'étendre depuis les confins de la galaxie. L'hologramme se modifia pour montrer des planètes en flammes, d'énormes vaisseaux de guerre, bombardant des centres civils et des extraterrestres enchaînés. « Ils ne conquièrent pas, » dit Velen à voix basse. « Ils exterminent ou asservissent. Ils ont déjà complètement détruit 3 civilisations et en ont asservi 5 autres. Nos défenses sont défaillantes. Nous sommes venus sur Terre parce que nous avons détecté vos émissions il y a des années. Nous espérions que vous pourriez nous aider. » L'amiral Reed, un vétéran des guerres de colonisation terrestre, se pencha en avant. « Pourquoi venir chez Ba'a? Nous avons à peine dépassé nos étoiles voisines. Il existe sûrement d'autres civilisations plus avancées. » Les 4 mains de Velen se joignirent. Les espèces plus anciennes ont des lois strictes contre la guerre. Leurs armes sont cérémonielles. Leur armée est petite mais humaine, ses grands yeux fixés sur Reed. Nous avons étudié votre histoire. Vous comprenez la guerre d'une manière que les autres ignorent. Le président Lee fronça les sourcils. Vous nous demandez de mener votre guerre à votre place. Je vous demande de sauver des milliards de vies, répondit Velen. Il activa un autre hologramme montrant d'autres vaisseaux aux confins de l'espace humain, et ils finiront par arriver. Les morts ne s'arrêtent pas. Ils dévorent tout sur leur passage. Le Conseil a demandé le respect de la confidentialité, et Velen a été escorté hors de la zone. Ils ont débattu pendant des heures. Des rapports des services de renseignement analysant les données fournies par Velen sont arrivés. La menace semble réelle, a confirmé le directeur du renseignement. Si ces morses poursuivent leur expansion, a confirmé le directeur. Si ces morses poursuivent leur expansion, ils atteindront notre territoire d'ici 15 ans. L'amiral Reed s'est levé. Madame la Présidente, nous avons 2 choix. Combattons-les maintenant aux côtés d'alliés capables de nous fournir une technologie avancée et une connaissance approfondie de notre ennemi. Ou combattons-les plus tard, seuls, lorsqu'ils seront encore plus forts. Le président Lee regarda tour à tour chaque membre du Conseil. Un par un, ils acquiescèrent. À son retour, Velen trouva les humains rassemblés. Le Conseil de défense de la Terre unie a pris une décision, annonça le président Lee. L'humanité accepte votre demande d'aide.
Le soulagement se lisait sur le visage de Velen. « Merci. La Confédération vous apportera tout le soutien possible. »« Vous vous méprenez, » dit l'amiral Reed en s'avançant. Son regard était froid et déterminé. « Ce n'est pas seulement du soutien. Quand l'humanité part en guerre, nous nous y engageons pleinement. Préparez votre peuple, ambassadeur. La terre se joint à votre conflit, et nous ne combattons pas pour vous assister. Nous combattons pour gagner. » La session d'urgence du Conseil de défense uni atteignait sa 3e heure. Autour de la grande table ronde étaient assis les chefs militaires et les représentants politiques de la Terre et des 7 colonies humaines. Les preuves fournies par le grand ambassadeur étaient diffusées sur des écrans répartis dans la salle. Planètes en flammes, espèces massacrées et progression constante de l'Empire des Morts vers l'espace humain. L'amiral James Reed se tenait au centre de la pièce, pointant la carte holographique. « Les morts ont déjà détruit 3 civilisations et asservi 5 autres, dit-il fermement. Leur plan est clair, ils ne s'arrêteront pas. » Le général Williams de la colonie, Martienne, secoua la tête. « Ce n'est pas notre combat. Nous devrions nous concentrer sur la construction de nos défenses et non nous précipiter dans une guerre galactique. Lorsqu'ils nous atteindront, il sera trop tard, » rétorqua Reed. « Pour l'instant, nous avons des alliés potentiels et l'effet de surprise. Les morts ignorent nos capacités. » La présidente Lee observait le débat d'un air sombre. Finalement, elle leva la main pour demander le silence. « Dr Kelly, quelles sont les projections si nous restons neutres ?» La scientifique en chef s'avança et ajusta ses lunettes. « D'après les données du grand télescope, les morts atteindront nos colonies extérieures d'ici 15 ans. Leur technologie progresse rapidement, à mesure qu'ils absorbent les espèces conquises. À leur arrivée, nous estimons qu'ils nous surpasseront d'un facteur 3. » Un silence s'abattit sur la salle. « Et nos chances, si nous engageons le combat maintenant ?» demanda le président Lee. « Incertain, » admit le Dr Kelly, mais nettement supérieur à l'attente. Le Conseil vota. La décision était prise. L'humanité entrerait en guerre. L'ambassadeur Velen observait avec une stupéfaction croissante la transformation humaine sous ses yeux. Quelques jours après la décision, les chantiers navals orbitaux de la Terre doublaient leur production. Les bases militaires de toutes les colonies bourdonnaient d'activité. Les officiers retraités furent rappelés au service, et les usines civiles commencèrent à se reconvertir pour produire des armes et du matériel. Velen se tenait aux côtés de l'amiral Reed dans le centre de commandement principal, tandis que les rapports affluaient de tout l'espace humain. « Vos hommes sont rapides, » observa Velen. « Les autres membres de la Confédération ont mis des mois à mobiliser même de petites forces. » Reed acquiesça. « Dans notre histoire, ceux qui hésitaient face à l'agression n'ont souvent pas survécu. Nous l'avons appris à nos dépens. » Un jeune officier s'approcha avec une tablette. « Monsieur, le premier groupe de combat sera prêt dans 3 jours. Les porte-avions lourds et les navires de soutien suivront 1 semaine plus tard. » Les yeux de Velen s'écarquillèrent. « Ah, si tôt. Nous pensions qu'il faudrait au moins 2 mois pour préparer vos forces. » Reed sourit d'un air sombre. « Ambassadeur, vous êtes venu nous voir parce que vous avez étudié notre histoire. Mais vos recherches ont manqué quelque chose. Les humains ne désarment jamais complètement. Même en temps de paix, on se prépare à la guerre. » Plus tard dans la journée, Velen assista à une réunion stratégique où les commandants humains évoquèrent des tactiques et qui le choquèrent. Là où les grands et les autres espèces de la Confédération combattaient avec précision et minimisation des pertes, les humains parlaient nonchalamment de pertes acceptables et de dégâts maximaux. « Nous attaquerons d'abord leurs lignes de ravitaillement, » expliqua le colonel. Taylor en désignant différents points sur la carte stellaire. « Coupez-les, puis attaquez de toutes parts pour diviser leurs forces. »« Mais ces dépôts de ravitaillement sont des planètes inhabitées, » protesta Velen. « Les victimes civiles. » L'expression de Reed se durcit. « Nous évacuerons qui nous pourrons. Mais, ambassadeur, vous devez comprendre une chose. Quand l'humanité part en guerre, nous n'envoyons pas que des soldats. Nous engageons toute notre civilisation pour la victoire. N'envoyez pas que des soldats.
nous engageons toute notre civilisation pour la victoire. En quittant la Réunion, Velen traversa un hangar animé où des milliers de soldats humains se préparaient au déploiement. Leurs visages étaient déterminés, leurs mouvements précis. Dans un coin, il remarqua un groupe d'entre eux qui riaient ensemble. « Comment peuvent-ils sourire dans un moment pareil ?» demanda-t-il à son guide humain, le lieutenant Parker. La jeune femme regarda les soldats avec compréhension. « Ce n'est pas le bonheur, ambassadeur. C'est la détermination. Les humains font preuve d'humour face à la mort. » Villain observa l'arrivée de nouveaux navires des colonies extérieures, le chargement des armes et l'embarquement des troupes. Pour la première fois, il se demanda s'il avait commis une terrible erreur. Les Thals avaient tant cherché de l'aide contre des monstres, mais avaient-ils déclenché quelque chose d'encore plus effrayant? La flotte sera prête à partir pour Proxima Thal dans 48 heures. L'amiral Reed l'informa plus tard dans la soirée. « Je vous suggère de contacter votre peuple et de lui dire de se préparer. » « Se préparer à quoi ?» demanda Velen doucement. Le regard de Reed était d'acier. « Pour la façon dont l'humanité fait la guerre, ambassadeur, un engagement total, sans demi-mesure. Votre peuple devrait peut-être être prévenu. À notre arrivée, ce conflit évoluera d'une manière que les morts n'avaient jamais anticipée. » La commandante Eliza Morgan se tenait sur le pont de l'UAS Défiant, vaisseau de tête de la première flotte de combat de l'humanité. À travers l'écran, elle pouvait apercevoir le magnifique monde bleu-vert de Proxima Tau, la principale planète de réfugiés de la Confédération. Et au-delà, les silhouettes sombres des vaisseaux de guerre de Moore approchaient. « Tous les vaisseaux sont prêts, commandant. » Le lieutenant Adams annonça depuis la station tactique. Eliza hocha la tête. Maintenez une formation défensive autour de la planète. Les Moore ignorent encore notre présence. Profitons de l'effet de surprise. La flotte humaine de 30 vaisseaux de guerre s'est positionnée dans l'ombre de la plus grande lune de Proxima Thal. Le plan était simple. Attendre que les morts lancent leur attaque, puis frapper par derrière. Sur la planète en contrebas, des civils de la grande taille étaient évacués vers des abris souterrains. Leurs propres vaisseaux de défense, élégants mais légèrement armés, se mirent en position. La flotte des morts entre à portée d'attaque, rapporta Adams. Ils lancent des chasseurs. Eliza observa les Moors lancer leur assaut. Leurs vaisseaux étaient d'énormes structures noires, hérissées d'armes. Ils avançaient en temps avec assurance, ne s'attendant visiblement pas à une résistance significative. Ils visent des centres civils, dit l'officier de communication Park avec dégoût. Ils ne visent même pas les cibles militaires. Les mains d'Aliza se crispèrent sur la rambarde. À tous les vaisseaux, puissance pour les boucliers et les armes avancées. Préparez les moteurs de saut pour les microsauts. Exécutez le plan de bataille alpha à mon signal. L'équipage de la passerelle se tendit, prêt pour la première bataille interstellaire de l'humanité. À mon signal. À l'unisson, la flotte humaine enclencha ses moteurs de saut, apparaissant juste derrière la force d'attaque des morts. Avant que l'ennemi ne puisse réagir, les vaisseaux humains lancèrent un barrage dévastateur de missiles et d'armes énergétiques. De multiples coups portés aux vaisseaux ennemis. Adams cria, l'excitation dans la voix. Il se tourne pour engager le combat. Sur l'écran principal, Eliza observait les imposants vaisseaux Moore, peinant à se repositionner. Ils étaient conçus pour la puissance, pas pour l'agilité. Tous les vaisseaux exécutent un schéma d'évitement delta. Visez leurs moteurs et leur système d'armes, ordonna-t-elle. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision éprouvée, filant entre les vaisseaux Moore, plus lents. Des années d'entraînement dans les champs d'astéroïdes terrestres avaient fait des pilotes humains des experts du combat rapproché. « Le commandant du Moore nous appelle », annonça Park. « Le commandant des morts nous appelle », annonça Park. Eliza hocha la tête. À l'écran. L'écran montrait un visage grotesque, une peau grise, de multiples yeux jaunes et une bouche pleine de dents acérées. « Des vaisseaux inconnus !» gronda le commandant des morts. « Vous vous mêlez de choses qui dépassent votre entendement. Retirez-vous immédiatement ou vous serez détruit. » Eliza se tenait droite.
Ici le commandant Elisa Morgan de la flotte de défense de la Terre. Nous sommes alliés de la Grande Confédération. Vos forces se retireront de ce système ou subiront une destruction totale. Le commandant des morts rit d'un rire rauque comme un grincement métallique. Terre, nous n'avons aucune trace de votre espèce. Vos vaisseaux primitifs ne représentent aucune menace pour l'Empire des morts. Une démonstration s'impose peut-être, répondit froidement Elisa. Lieutenant Adams, visez le dispositif d'armes de leur vaisseau de commandement. Tirez dès que vous serez prêt. Le canon principal du Défiant se chargea, luisant d'un bleu intense, avant de libérer un faisceau d'énergie concentrée qui transperça les défenses extérieures du vaisseau amiral, des morts. Des explosions secondaires se répercutèrent sur le vaisseau ennemi. À tous les navires, concentrez vos tirs sur les cibles désignées, ordonna Elisa. Montrez-leur exactement ce que signifie primitif. La bataille fit rage pendant 3 heures. Les navires humains subirent des dégâts, certains critiques, mais ils combattirent Manchit avec une férocité qui choqua alliés et ennemis. Là où les grands voiliers reculaient sous les avaries, les navires humains avançaient malgré les flammes. Lorsqu'un croiseur morse prit pour cible un navire d'évacuation civile, l'intrépide navire humain le percuta délibérément, son équipage se sacrifiant pour sauver des centaines de civils de grande taille. Depuis la surface de Proxima Thal, les dirigeants de la Confédération observaient la scène avec stupeur et horreur. Le style de guerre humain était différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant, non seulement par la technologie, mais aussi par la volonté de se sacrifier pour un avantage tactique. Lorsque le dernier vaisseau de la lande quitta le système, 13 vaisseaux humains restaient opérationnels. Les autres furent détruits ou lourdement endommagés. Le coût fut élevé, plus de 500 vies humaines perdues. Mais pas un seul vaisseau Moorship n'avait atteint la surface de la planète. Sur le pont du Défiant endommagé, un laser reçut les rapports de perte avec un air sombre. « Avertissez la Terre », dit-elle à son officier de communication. Premier engagement réussi. Ennemi repoussé. Demande de renfort et de ravitaillement. Elle marqua une pause, examinant la liste des morts, et leur dit que leur sacrifice comptait. L'amiral Reed se tenait devant l'immense écran tactique du centre de commandement interespèces. Autour de lui, des représentants de 7 races extraterrestres de la Confédération Taoel l'observaient, avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, tandis qu'il exposait la prochaine phase des opérations. La défense de Proxima Thal n'était qu'un début, expliqua Reed d'une voix ferme et confiante. Maintenant, nous allons combattre l'ennemi. Nos renseignements indiquent la présence de 3 bases d'approvisionnement clés des morts dans ces systèmes. Il désigna des points rouges brillants sur la carte galactique. Troll, le chef militaire de l'espèce Venturi, leva une main palmée. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, attaquer directement ces bases coûterait trop de vies. La Confédération a toujours eu recours à des stratégies de confinement. Et c'est pour cela que vous perdez cette guerre, interrompit Reed. Le confinement ne fonctionne pas contre un ennemi comme les morts. Nous devons les frapper là où ça fait mal. Dans le mois qui a suivi la bataille de Proxima Thal, la Terre a envoyé 12 groupes de combat supplémentaires dans l'espace de la Confédération. Les usines humaines fonctionnaient 24 heures sur 24, produisant armes et vaisseaux et un rythme qui stupéfiait leurs alliés extraterrestres. Le diplomate Thomas Ward, représentant politique de l'humanité, tenta d'apaiser la tension. Ce que l'amiral voulait dire, c'est que notre approche diffère de la vôtre. Les humains ont appris de leur propre conflit qu'une action décisive sauve des vies à long terme. Après la réunion, Naren, un historien de grande taille qui avait documenté la guerre, s'approcha de Thomas. « Vos gens me déconcertent », admit Naren, tandis qu'il traversait les couloirs de la station. En privé, vous riez et faites preuve de gentillesse. Pourtant, à la guerre, vous ne montrez aucune hésitation, aucune pitié. Thomas sourit tristement. Les humains compartimentent leur vie. Nous nous battons avec acharnement pour pouvoir vivre en paix après. Plus vite cette guerre se terminera, moins il y aura de morts des 2 côtés. Mais vos rapports de pertes sont élevés, commença Naren, et chaque mort est pleurée, dit Thomas.
mais nous acceptons ces pertes comme le prix de la victoire. C'est pourquoi nous combattons comme nous le faisons. 2 semaines plus tard, l'assaut mené par les humains contre les bases de ravitaillement des morts commençait. Contrairement à l'action défensive de Proximatal, il s'agissait d'une attaque coordonnée sur plusieurs fronts. Le commandant Morgan menait le plus grand groupe de combat contre la principale base des morts dans le système viridien. « À tous les vaisseaux, lancez l'attaque Oméga », ordonna-t-elle. Bombardiers et en première vague, croiseurs assurant le tir de couverture. La flotte humaine se déplaçait avec une précision mortelle. Là où la Confédération se concentrait sur la neutralisation des vaisseaux et la reddition, les humains frappaient pour détruire. Ils ciblaient les centrales électriques, les systèmes d'armes et les centres de commandement avec une efficacité redoutable. Le 2e jour de la bataille, les forces humaines percèrent la ligne défensive des morts et débarquèrent des troupes terrestres sur la principale planète de ravitaillement. Le major Alex Turner mena l'équipe d'assaut dans la base des Moors. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur choqua même les humains aguerris. Des milliers d'extraterrestres capturés, issus de mondes conquis, étaient détenus dans des conditions effroyables. Certains étaient utilisés comme esclaves, d'autres comme cobayes, pour les armes de Moore. « Faites venir des équipes médicales immédiatement », ordonna Turner, la voix serrée par la colère. « Et documentez tout, la galaxie entière doit voir cela. » Alors que les prisonniers libérés étaient évacués, un vieil extraterrestre toucha le bras de Turner. « Vous vous battez différemment des autres, » dit-il faiblement. « Les morts craignaient votre arrivée. » Il parlait des humains avec inquiétude. Turner hocha la tête d'un air sombre. Il devrait s'inquiéter. Lorsque les rapports du terrain parvinrent au commandement interarmé, l'humeur changea parmi les dirigeants de la Confédération. Les preuves des atrocités commises par les Moors endurcirent même les espèces les plus pacifiques face à l'ennemi. L'amiral Reed présenta les résultats au Conseil de guerre. 3 bases majeures de Moors furent capturées, 5 planètes libérées et des milliers de prisonniers libérés. Le prix à payer avait été élevé. 27 vaisseaux humains perdus et plus de 3000 soldats tués ou blessés. « Ce n'est que le début », leur dit Reed. « Les morts savent maintenant que nous sommes sérieux. Ils réagiront avec toute leur force. » Velen, qui avait d'abord sollicité l'aide de la Terre, semblait troublé. « Votre peuple a accompli en quelques semaines ce que nous n'avions pas pu faire en des années. Mais, à un tel prix, est-ce vraiment tenable ?» L'expression de Reed était impassible. « La guerre n'est jamais tenable, ambassadeur. C'est pourquoi nous ne la faisons pas durer. Les morts ont déclenché ce conflit en attaquant des mondes pacifiques. L'humanité y mettra fin par tous les moyens nécessaires. » À la fin de la réunion, Naren inscrivit une nouvelle entrée dans sa chronique de guerre. Les humains ne se battent pas comme nous. Ils ne recherchent ni l'équilibre, ni la victoire minimale. Ils aspirent à la défaite totale de leur ennemi, quel qu'en soit le prix. Et c'est peut-être pour cela qu'ils pourraient réussir là où nous avons échoué. 6 mois après le début de la guerre, l'ambiance était tendue au quartier général de la défense orbitale terrestre. L'amiral Reed étudia le message entrant d'un air sombre. « Confirmez ces renseignements », ordonna-t-il. « Vérifiez les sources à 3 reprises. » Le lieutenant Davis acquiesça. « Monsieur, c'est déjà vérifié. Le grand réseau d'espionnage est certain. L'empereur des morts a ordonné à sa flotte principale d'attaquer directement la Terre. Après des mois de victoires humaines dans 3 secteurs, les morts avaient changé de stratégie. Plutôt que de continuer à combattre la Confédération, ils ont décidé de s'en prendre au foyer de l'humanité. Ils pensent que s'ils parviennent à nous éliminer de la guerre, le reste de la Confédération s'effondrera. S'ils parviennent à nous éliminer de la guerre, le reste de la Confédération s'effondrera, a déclaré Reed lors de la réunion d'urgence du Conseil. Ils ont raison. Le président Lee observa autour de la table les visages sombres des chefs militaires de la Terre. « Combien de temps avons-nous ? Leur flotte atteindra nos défenses extérieures dans 5 jours, répondit Reed. Ils arrivent avec tout ce qu'ils ont.
Ensuite, nous serons prêts et les affronter, dit Lee fermement. Activez le plan de défense Oméga. En quelques heures, le message se répandit dans tout l'espace humain. La Terre était menacée. Tous les vaisseaux disponibles furent rappelés pour la défense territoriale. Les vaisseaux civils furent armés et mis en service. Les forces de défense coloniales se mobilisèrent pour soutenir la Terre. Sur la base principale de la Confédération, l'ambassadeur Velen reçut la nouvelle avec horreur. « Nous devons envoyer de l'aide immédiatement », insista-t-il auprès du Conseil de la Confédération. « L'humanité a beaucoup sacrifié pour notre cause. Nous avons peu de vaisseaux disponibles, affirma Troll d'Evantari. Si nous affaiblissons nos défenses, ici, si la Terre tombe, nous tomberons tous. Thomas Ward l'interrompit d'une voix aigre. Mon peuple se bat pour sa survie, tout comme nous luttons pour la vôtre. Le lieutenant Anna Reyes vérifia une dernière fois sa combinaison de combat. Autour d'elle, 300 autres soldats des forces spéciales terriennes firent de même. Ils étaient à bord du transport furtif Phantom, caché parmi les débris d'une lune détruite aux confins du système solaire. « Cette mission est simple », leur expliqua le colonel Blake par radio. « Lorsque le vaisseau amiral Desmours entrera dans le système, nous l'aborderons, capturerons son centre de commandement et sécuriserons ses plans de bataille. » Simple. Un rire nerveux parcourut les troupes. Tout le monde savait que la plupart d'entre eux ne reviendraient en pas. Les renseignements que nous recueillons pourraient sauver la Terre, rappela Reese à son escouade. Cela vaut n'importe quel prix. 3 jours plus tard, la plus grande bataille spatiale de l'histoire galactique commençait. Les morts arrivèrent avec plus de 200 vaisseaux de guerre, soit près de la moitié de leur flotte totale. Ils s'attendaient à trouver la Terre défendue, mais vulnérable. Au lieu de cela, ils tombèrent sur un piège. Des vaisseaux humains attaquèrent depuis des positions cachées à travers le système. Des plateformes de défense automatisées, camouflées en débris, s'activèrent et ouvrirent le feu. L'embuscade soigneusement planifiée prit la flotte des morts sous un feu croisé dévastateur. Alors que la bataille faisait rage, le fantôme se glissa aux côtés de l'imposant vaisseau amiral des morts. À l'aide d'outils tranchants et de charges explosives, Rise et son équipe percèrent dans la coque et se frayèrent un chemin à travers l'énorme vaisseau. Centre de commandement en avant, Reese rapporta que son équipe se cachait derrière des machines extraterrestres. Forte résistance. « Nous ne partirons pas sans ces codes de commandement », répondit le colonel Blake par radio. Sa voix était ferme malgré les bruits de combat environnants. « Quoi qu'il en coûte, lieutenant. » Les combats furent brutaux. Des 300 soldats embarqués, les combats furent brutaux. Seuls 87 survécurent et atteignirent le centre de commandement. Rise elle-même subit une brûlure au plasma au flanc, mais continua d'avancer. Lorsqu'ils réussirent à sécuriser le pont, Rise téléchargea l'intégralité de la base de données, morse tandis que Blake repoussait les contre-attaques ennemies. « Colis sécurisé », annonça-t-elle. Début de l'extraction. Seuls 42 soldats parvinrent à rejoindre le fantôme. Le colonel Blake n'était pas parmi eux. La bataille de sol dura 3 jours. À sa fin, l'humanité avait subi de terribles pertes. 3 mondes coloniaux avaient été ravagés par les armes des morts. Des millions de morts. Un tiers de la flotte terrestre avait été détruit. Mais les morts avaient subi davantage de pertes. Leur flotte principale était en ruine, leur vaisseau amiral capturé et les plans de bataille de leur empereur dévoilés. Dans la salle de guerre sur Terre, l'amiral Reed examina les renseignements que Reyes avait récupérés. « C'est ça », dit-il doucement. L'emplacement de leur système d'origine, leur structure de commandement central, leur code de défense. Il leva les yeux vers le président Lee. « Avec ça, nous pouvons mettre fin à la guerre. »« À quel prix ?» demanda-t-elle. Le visage de Reed était de marbre, quoi qu'il en coûte. « Ils sont venus chez nous. Ils ont tué les nôtres. Maintenant, ils vont comprendre pourquoi c'était leur plus grosse erreur. » Le capitaine Marcus Webb se tenait sur le pont du vaisseau furtif Shadow.
Son équipe de 50 soldats C d'élite attendait dans la cale, chacun spécialement sélectionné pour ce que beaucoup appelaient une mission suicide. Approche finale vers le système d'origine du Moore, rapporta son pilote. Toujours aucun signe de détection. Webb hocha la tête. Maintenir le cap. Gardez-nous à l'ombre des anneaux de la planète extérieure. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la bataille de Sol. Pendant que la Terre reconstruisait ses défenses, l'amiral Reed avait mis en œuvre le plan le plus audacieux de la guerre. L'opération Chute, un assaut direct sur la planète natale des morts. Mais avant que la flotte principale ne puisse attaquer, l'équipe de Webb devait désactiver le réseau de défense planétaire. « Rappelez-vous », a dit Webb à ses soldats alors qu'ils se préparaient au déploiement. « Nous avons 6 heures pour détruire les 3 principaux postes de contrôle. Ensuite, la flotte arrive. Si ces défenses sont toujours en place à leur arrivée, des milliers de personnes mourront. » Le lieutenant Reyes, toujours en convalescence après la mission phare du Moore, vérifia ses armes. « On y arrivera, capitaine. » À l'aide de petits vaisseaux de débarquement, l'équipe de Webb descendit sur la planète natale de Moore, à la faveur de l'obscurité. La surface de la planète était un labyrinthe de complexes industriels et d'installations militaires. « Équipe 1, avec moi », ordonna Webb. « Équipe 2 et 3, avancez vers vos cibles. » En avançant dans la cité extraterrestre, les humains découvrirent la véritable nature de la société de Moore. Tout servait leur machine de guerre. Même leur propre peuple semblait vivre sous un contrôle militaire. « Strict, ça te fait comprendre pourquoi ils sont comme ça », murmura Rise en croisant un groupe de jeunes morts entraînés par des soldats. Toute leur culture est fondée sur la conquête. « Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait, » répondit Webb. « Concentre-toi. » En atteignant le premier poste de contrôle, l'équipe de Webb rencontra une forte résistance. Les morts se sont battus avec le désespoir de ceux qui défendaient leur territoire. Malgré leur tactique et leur équipement perfectionné, les humains ont subi des pertes. « La salle de contrôle est sécurisée », rapporte Webb après 1 heure de combats acharnés. Ils chargent maintenant. Partout sur la planète, les autres équipes signalèrent des progrès similaires, mais l'équipe 3 avait perdu la moitié de ses membres en s'emparant de sa cible. « Le réseau de défense est hors service », confirma Webb après la destruction des 3 stations, envoyant le signal à la flotte. Alors qu'ils regagnaient leur point d'extraction, les alarmes retentirent sur toute la planète. Les morts avaient compris ce qui se passait. « Trop tard », dit Reese avec une satisfaction sombre. « Le marteau est déjà tombé. » Au centre de commandement interarmé, l'amiral Reed observait l'entrée de la flotte combinée de la Confédération humaine dans le système d'origine des morts. Plus de 500 navires, la plus grande force jamais rassemblée, se sont mis en formation d'attaque. Les communications ont indiqué que le réseau de défense était hors service. L'équipe du capitaine Webb a réussi. Aux côtés de Reed, les représentants de l'espèce de la Confédération s'agitaient, mal à l'aise. Lorsque Reed avait proposé pour la première fois une attaque directe sur la planète natale des morts, beaucoup s'y étaient opposés. Les espèces de grande taille et pacifiques n'avaient jamais envisagé une action aussi agressive. Cela mettrait fin à la guerre d'un seul coup, avait soutenu Reed, plutôt que de se battre sur une centaine de mondes pendant des années, au prix de millions de vies supplémentaires. Finalement, ils avaient accepté, mais aucun d'eux n'était préparé à ce que l'humanité avait planifié. « Démarrez la phase 2, » ordonna Reed. Des soutes de 20 énormes porteurs humains furent déployés des armes spéciales, des impacteurs cinétiques relativistes, conçus pour frapper des cibles militaires à une vitesse proche de celle de la lumière. Ce n'étaient pas des armes de destruction massive, c'étaient des armes d'une précision absolue. Première vague de frappes cinétiques terminée. Rapport tactique. Les défenses orbitales de Moore neutralisées, leur flotte est en déroute. Sur les écrans du centre de commandement, les représentants de la Confédération observaient avec stupeur les armes les mieux gardées de l'humanité neutraliser systématiquement les infrastructures militaires des morts, sans toucher les zones civiles. Reed annonça le déploiement d'une 2e vague ciblant leurs principaux chantiers navals et leurs usines d'armement.
En quelques heures, la capacité militaire des morts fut anéantie. Leurs vaisseaux restants se rendirent ou furent détruits, puis un message arriva de la surface de la planète. L'empereur des morts demande à communiquer. Communication annoncée, la surprise perceptible dans sa voix. Reed hocha la tête et le mit en communication. Le visage qui apparut sur l'écran principal n'était pas celui du conquérant arrogant auquel il s'attendait. C'était un chef qui avait vu la puissance de son empire s'effondrer en un seul jour. « Assez », dit l'empereur mort. « Nous capitulons sans condition. La guerre est finie. » Tandis que les acclamations retentissaient dans le centre de commandement, l'ambassadeur Velen se tourna vers l'amiral Reed. « Vous avez accompli ce que nous pensions impossible, » dit-il doucement. « Vous avez mis fin à une guerre dont nous pensions qu'elle durerait des générations. » Le visage de Reed n'exprimait aucune joie, seulement une satisfaction sombre. Voilà ce qui arrive quand on menace l'humanité, ambassadeur. Nous ne nous battons pas pour négocier. Nous nous battons pour mettre fin définitivement à la menace. 3 mois après la reddition de l'Empire des Morts, la grande salle du Conseil de la Confédération brillait de lumière et de couleurs. Des représentants de 23 espèces se sont réunis pour la cérémonie de paix, dont les 5 races libérées de l'esclavage des morts et les 3 que l'on croyait perdues à jamais. L'amiral Reed, debout, vêtu de son uniforme de cérémonie, signait le traité de paix final au nom de la Terre. De l'autre côté de la table, l'ancien empereur des morts, désormais simple représentant de son peuple, signait d'une main tremblante. « Avec ces signatures, la guerre est officiellement terminée », annonça le grand orateur. « Que ce jour marque le début d'une nouvelle ère de paix. » Des applaudissements retentirent dans la salle. Mais Reed remarqua le regard de nombreux membres de la Confédération, lui et les autres humains présents. Leurs expressions exprimaient une gratitude mêlée de peur. Le genre de regard porté à une arme dangereuse qui avait rempli sa fonction. Plus tard, lors du banquet de célébration, Reed fut abordé par Velen, l'ambassadeur venu sur Terre, pour demander de l'aide. « Votre peuple a changé la galaxie à jamais, » dit Velen, adressant un salut traditionnel à 4 mains. Les morts se croyaient invincibles, jusqu'à ce que l'humanité leur prouve le contraire. Reed hocha la tête. Tout empire finit par s'effondrer lorsqu'il va trop loin. Les morts ont commis l'erreur de menacer ceux que nous avions promis de protéger. Et maintenant, demanda Villain avec prudence, que fera l'humanité maintenant que la guerre en est gagnée? Reed comprenait cette inquiétude inexprimée. En seulement 9 mois, les humains avaient accompli ce que la Confédération n'avait pas pu accomplir en des années. La galaxie connaissait désormais les prouesses militaires de la Terre et sa volonté de les exploiter. Maintenant, reconstruisons, dit simplement Reed. Nos chantiers navals sont déjà en cours de reconversion pour la production civile. La plupart de nos forces rentreront chez elles. De l'autre côté de la pièce, Thomas Ward discutait avec Naren, le grand historien qui avait documenté toute la guerre. « Votre chronique est-elle terminée ?» demanda Thomas, remarquant la tablette de données que Naren trimballait partout. « Presque », répondit Naren. « Je l'ai intitulée « Ils implorèrent de l'aide, l'éveil de la Terre. Notre peuple l'étudiera pendant des générations. » Thomas sourit. Un titre approprié. « Il y a une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, » admit Naren. « Votre peuple s'est battu avec une telle intensité pour ceux qui vous étaient nés inconnus. Que ferait l'humanité si la Terre elle-même était réellement menacée ?» Le sourire de Thomas s'estompa. « Espérons que la galaxie ne la prenne jamais. » Sur la planète fraîchement libérée de Viridiens, le lieutenant Reyes traversait un marché qui avait été un champ de bataille quelques mois auparavant. Des enfants de diverses espèces jouaient là où des soldats avaient combattu et péri. Ces blessures étaient guéries, mais elles portaient encore en elles le souvenir de ceux qui avaient disparu. Un vieux Viridien s'approcha d'elle, ses bras tentaculaires portant la petite pierre sculptée. « Pour toi », dit-il dans un langage humain rauque, « pour te souvenir. » La pierre portait la simple inscription « Ils sont venus quand nous avons appelé. » Raz l'accepta d'un hochement de tête, trop ému pour parler. 6 mois plus tard, sur le Proximatal reconstruit, Velen et Thomas se rencontrèrent une dernière fois, avant le retour de Thomas sur Terre. Ils se tenaient sur un balcon surplombant la capitale,
observant les vaisseaux de dizaines de mondes sillonner paisiblement les cieux. Le Conseil de la Confédération avait voté pour établir une alliance permanente avec la Terre. Velen l'informa. Beaucoup hésitaient, mais personne ne pouvait nier ce que nous devons à votre peuple, ni les dispositions relatives aux échanges technologiques. Thomas demanda. Approuvé. Méchant confirma. Certains craignent cependant ce que l'humanité pourrait faire des technologies avancées de la Confédération. Thomas observa le paysage paisible en contrebas. La peur est si naturelle après ce qu'ils ont vu. Mais l'humanité se bat avec plus d'acharnement pour défendre les autres. Nous ne sommes pas venus pour conquérir. Nous sommes venus pour aider. Et vous l'avez fait, reconnut Velen, au prix d'un lourd tribut. Dans le jardin commémoratif en contrebas, les noms des morts de toutes les espèces étaient gravés dans la pierre. La section terrestre était la plus vaste. Plus de 20 000 noms de ceux qui étaient morts dans une guerre qui n'était pas la leur à l'origine. La galaxie a changé, dit Vilain à voix basse. Des espèces qui ne parlaient jamais commerce et coopèrent désormais. Les morts reconstruisent sous un regard attentif, et l'humanité a pris sa place parmi les étoiles. Alors que Thomas s'apprêtait à partir, Naren s'approcha avec un dernier exemplaire de sa chronique achevée. Pour les archives de la Terre, dit l'historien, afin que votre peuple se souvienne de ses accomplissements. La dernière page contenait la réflexion personnelle de Naren. Ils sont venus quand nous les avons implorés de l'aide. Ils se sont battus comme si nos mondes étaient les leurs. Et après la victoire, ils ont tendu la main, même à leurs ennemis. Si telle est l'humanité, alors la galaxie a beaucoup de chances qu'ils aient répondu à notre appel, et il est terrifiant d'imaginer ce qui aurait pu arriver si quelqu'un avait réellement menacé leur foyer.